Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode du podcast VIP. Un podcast où l'on découvre le parcours de mes invités de leur classe de 3e jusqu'à aujourd'hui. Un podcast où ils et elles partagent les rencontres, les décisions, les essais et les réussites qui ont jalonné leur parcours professionnel et qui, je l'espère, pourront inspirer et être utiles aux personnes qui vont écouter ces beaux récits. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marianne Constant, qui va nous faire découvrir son chemin pour arriver aux deux activités principales qui occupent sa vie professionnelle aujourd'hui. Elle partagera bien sûr avec nous ses années collège et lycée. J'avais une prof de français qui nous avait fait en troisième justement, elle avait décidé que notre classe serait une classe théâtre et français et pendant une année, elle nous avait fait suivre par un professionnel pour monter une pièce de théâtre, de manière professionnelle quoi, donc c'était assez génial. On apprendra que ces essais n'ont pas tous été couronnés de succès. C'était assez bizarre pour moi d'avoir un concours où j'étais pas forcément, j'avais pas forcément une appétence pour y aller, qui était les écoles de commerce, et de rater le concours que je voulais absolument, qui était Sciences Po. On découvrira également les rencontres qui l'ont marquée. Ma manager était tellement incroyable, c'est-à-dire, à la fois exigeante et donnant de la reconnaissance, permettant de se développer, accompagnant et cetera, qu'elle aurait pu me faire vendre des saucisses sur la plage, je l'aurais fait. On abordera aussi les moments difficiles de sa carrière. La deuxième année, je suis passée en RH opérationnel, c'est-à-dire, j'avais, 400 personnes dont je m'occupais d'un point de vue RH, donc HRBP, l'équivalent, enfin voilà, et en fait, là, ça a été horrible. Et puis, on recevra sa grand-mère Lucette, qui nous parlera des créations artistiques de sa petite fille. Et ma petite fille, elle fait un spectacle qui s'appelle Schneck. Alors moi, je comprends pas, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est super. Et en gros, elle fait plein de personnages très grinçants. Alors, comme dirait Serge Gainsbourg, Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire. ou plutôt l'inspirant parcours de Marianne Constant, de sa 3e au collège Michelet à Toulouse, jusqu'à aujourd'hui avec son One Woman Show. Bonjour Marianne, Bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation pour participer à ce nouvel épisode de vos inspirants parcours. avec plaisir. Et c'est parti avec les deux premières questions qui sont des questions de Martin Tissier pour un petit peu se mettre en jambe. Et donc, ma première question, ça va être quel est ton super pouvoir ou le super pouvoir que les personnes de ton entourage te trouvent? Eh ben, écoute, mon super pouvoir, c'est que je fais très bien le cri du coq. Et en fait, quand je suis à la campagne et qu'on marche et que je fais un cri du coq, souvent les coqs des fermes alentours me répondent. Donc voilà, je peux te le faire là au micro, mais ça peut casser un peu les oreilles. Bah, je veux bien parce que moi, mon fils l'avait essayé, on était en voyage dans une ferme, il avait enregistré le coq, et donc et après il faisait play pour que le coq se réponde. Mais là, je veux bien, si c'est vraiment... Tu baisseras le son alors s'il y a ouais, besoin. Ok. pas mal, pas mal. Un petit peu enroué ce matin, mais voilà. Bon, là, on est chez toi sur Paris, donc il y a pas eu de réponse, Non, c'est mais bien dommage d'ailleurs. on essaiera en tout cas d'utiliser ton enregistrement pour voir si ça marche bien. Merci. Et quelle est ta routine matinale, si tu en as une? Eh ben, écoute, mes matins sont très différents les uns des autres parce que chaque jour je fais des choses assez différentes. Donc j'ai pas une routine précise à part le fait qu'il faut que je petit déjeune, avec un thé, des tartines avec de l'huile d'olive, voilà. Par contre, ma vraie routine, elle arrive à 10 heures et c'est mon café. Et là, j'ai un vrai rituel où je me fais un café dans une tasse très précise que personne d'autre dans la maison n'a le droit d'utiliser et ça, c'est mon moment de gros kiff, c'est le café de 10 heures, quoi. Et à quoi elle ressemble cette tasse? C'est une tasse, à bordure assez épaisse et où il y a écrit dessus, «The older you get, the better you get, unless you're a banana». Donc je traduis: «Plus vieux tu deviens, meilleur tu deviens, sauf si tu es une banane». Voilà. Elle a une histoire, cette tasse? Pas du tout, je l'ai achetée, quand j'habitais en Angleterre, dans un petit magasin et en fait j'adore juste, sa forme, sa texture, enfin tout. J'aime beaucoup cet objet, quoi. On reviendra sur cette période en Angleterre durant laquelle tu as acheté cette tasse. Donc merci pour ces deux premières questions. Et puis bien sûr, après ces deux premières questions, bah, il y a la fameuse question, dans quel collège tu es allé quand tu étais jeune? Donc moi j'ai grandi à Toulouse, et du coup j'étais au collège Michelet, qui est un collège du centre-ville de Toulouse, voilà, sans prétention. Donc tu étais à Toulouse en troisième. Et à cette époque-là, tu étais quel style d'élève, Marianne?
Moi, j'étais plutôt le style, assez studieuse. Je faisais bien mes devoirs, j'essayais d'avoir des bonnes notes, j'essayais de voilà, d'être dans les premières, et cetera. Après, c'était un collège qui était pas facile. Il y avait pas mal de violence dans ce collège, il y avait, voilà, c'était pas le collège le plus facile et donc à la fois j'étais studieuse, puis à la fois, des fois, j'avais des moments où je faisais rien pendant des semaines. Enfin, c'était un peu une alternance entre les 2, quoi. Ensuite, tu es allé à quel lycée? Je suis allée au lycée Fermat, un autre lycée, enfin un lycée du centre-ville de Toulouse. Alors là, pour le coup, qui est très différent puisque c'est le lycée élitiste de Toulouse qui prépare à toutes les grandes écoles, qui a une prépa intégrée et qui était très très exigeant dès la seconde. Donc c'était pas du tout la même ambiance et pas autant de facilité qu'au collège où là, je pouvais un peu de temps en temps rien faire. Ça passait quand même. Au lycée, c'était pas du tout la même chose. Ouais. Et ça veut dire que tu as pu intégrer ce lycée parce que tu avais le bon dossier ou parce que tu Ouais, il devais y y avait une aller? histoire de dossier, puis une histoire de carte géographique. Là, je Ok, rentrais dans ces critères-là. Mais, et puis ma sœur avait fait Fermat, voilà. Mais il fallait avoir un dossier, ouais. ok. Et, Après, ça reste un lycée public, hein, donc ouais. ouais. Et ensuite, donc, moi, quand j'ai parcouru ton profil LinkedIn, je me suis dit, bah, dès le lycée, on sent qu'elle a fait voilà, plutôt la filière littéraire et commerce. Et puis, en fait, non, tu m'as corrigé. Donc, quelle filière tu avais en tête quand tu étais au lycée? Et ben, j'ai choisi S. Ça a été un choix mûrement réfléchi et un petit peu subi quand même, dans le sens où moi, j'étais quand même beaucoup plus atterrie effectivement par tout ce qui est littéraire ou économique. Mais j'avais un dossier pour faire S et la voie royale, c'était S, c'était ce qui allait m'ouvrir toutes les portes. Et donc, bah, en gros, il fallait que je fasse ça si je voulais être sûre d'avoir toutes les portes ouvertes pour moi. Et en fait, j'ai fait ça, donc effectivement, parce que j'avais, le niveau à ce moment-là, mais pas du tout pour le goût des maths ou quoi que ce soit. Et j'avais tellement peur que ça me ferme des portes d'aller en littéraire, en économique, parce qu'on me l'avait tellement dit et comme je ne savais pas du tout quelle porte je voulais ouvrir, bah, du coup, j'ai choisi S. Ok. Et durant cette période collège et lycée, est-ce qu'il y a il y a des profs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? Oui, il y a des profs qui m'ont marquée, des profs qui étaient, très ouverts, qui nous ont ouverts notamment à tout ce qui était théâtre. J'avais une prof de français qui nous avait fait en troisième justement, elle avait décidé que notre classe serait une classe théâtre et français et pendant une année, elle nous avait fait suivre par un professionnel pour monter une pièce de théâtre, de manière professionnelle quoi, donc c'était assez génial. Hem et une prof de bio en seconde qui était extraordinaire. Enfin voilà, il y a des super profs, hein, qui te marquent et qui te donnent envie et goût pour la matière. Moi, je sais qu'en maths, ma moyenne, elle dépendait souvent du prof et pas du travail que j'y mettais. Mais il y avait des profs qui m'inspiraient, ça y est, j'étais bonne et puis des profs qui m'inspiraient pas trop et là, bah, la moyenne chutait, quoi. C'est vrai que moi, quand j'y repense, moi je me suis orienté vers la bio après le lycée, donc S. Et c'était, je pense aussi, grâce à une prof de sciences nat, en effet. Et tu as mentionné en troisième, donc cours de français lié à des cours de théâtre, ou en tout cas à un projet théâtral. Ouais. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de plus tard faire du théâtre, comme on le verra? Oui et non, mais quand même plutôt non. Je faisais du théâtre depuis que j'avais eu 9 ans, donc ça faisait déjà, quand on a fait ce projet en troisième, ça faisait déjà 4 ou 5 ans que je faisais du théâtre et en plus, je faisais du théâtre dans le même endroit où la prof de théâtre a fait ce projet théâtral. Donc cette année-là, j'avais le projet théâtral avec ma classe et ma classe de théâtre, à côté avec ce même théâtre. Donc c'était, avec les mêmes profs en plus. Donc ça disons que ça a confirmé mon goût, pour le théâtre et d'ailleurs j'étais très contente parce qu'il y avait 3 rôles principaux dans cette pièce et je faisais partie des 3 rôles principaux. Mais ça partait d'avant, on va dire. Ça D'accord. avait commencé avant. Et là, on arrive donc post-bac. Tu as fait S, mais vers quoi tu te diriges? Est-ce que tu te diriges vers le domaine scientifique? Alors non, parce qu'en fait, encore une fois, je m'en sortais, mais j'aimais pas forcément ça, même si j'aimais bien la bio et j'aimais bien la physique-chimie, mais vraiment les maths, c'était pas mon truc. Mais encore une fois, peur de me fermer des portes et j'avais dit à mes parents: «Je ne ferai jamais prépa», justement pour pas répondre un peu au code qui était attendu de moi et cetera et notamment parce qu'en fait, dans mon lycée, ça faisait 3 ans qu'on nous parlait que de la prépa, matin, midi et soir et donc par, rébellion, il était hors de question que je fasse ça. Sauf qu'en fait, j'ai passé les écoles de commerce post-bac en ne sachant pas du tout dans quoi je m'engageais. Je les ai eues
Et en fait, j'ai eu trop peur de partir de chez moi. J'avais 17 ans et finalement, j'ai dit: «Non, non, mais j'ai trop peur de partir, je suis pas prête». Et j'avais passé Sciences Po aussi parce que pour le coup, je voulais vraiment Sciences Po et je ne l'ai pas eu. Et donc je me suis dit: «Bon, bah, je vais préparer Sciences Po» et finalement, bah, du coup, je suis allée en prépa et je suis allée en prépa BL, qui est une prépa littéraire avec une grosse option quand même maths et économique et sociale, sciences économiques et sociales. Donc je me fermais vraiment aucune porte puisque je continuais toutes les matières au final, mais à un niveau, prépa. Et là, pendant 2 ans, bah, je me suis passionnée en fait. J'ai trouvé les sujets, ouais, vraiment absolument passionnants. Enfin, j'étais dans des matières, qui me parlaient à moi et notamment l'histoire, l'anglais, enfin le français, j'adorais ça. L'éco et les sciences sociales, c'était la première fois que j'en faisais et je trouvais ça aussi absolument passionnant. Et donc bah, la première année, j'ai passé Sciences Po, je l'ai toujours pas eu. La deuxième année, j'ai repassé Sciences Po, bah, je l'ai toujours pas eu et j'ai passé les écoles de commerce, et là, je les ai eues à nouveau, d'autres écoles du coup et j'ai hésité à faire une troisième année de prépa par pur intérêt des matières. Ah ouais? Ouais, vraiment on appelle ça cuber et je me suis dit: «Bah, en fait, j'ai envie de cuber parce que j'adore ce que j'apprends», même si je travaillais mais comme une dingue, on avait 6 heures de DS tous les mercredis après-midi. 6 heures, c'est long. Ouais, ouais, bah, j'imagine. Ouais et en fait, au début, c'est très long et à la fin des 2 ans, on est là: «Mais en fait, il me manque 3 heures pour finir ma copie». Enfin bon, c'est n'importe quoi. Mais en fait, je me suis dit que là, j'étais prête, il était temps de partir et donc bah, donc je suis partie à l'école de commerce de Rouen, qui s'appelle aujourd'hui Neoma et qui à l'époque s'appelait le SC Rouen. Et je fais une petite parenthèse avant de continuer sur Neoma, Business School à Rouen. Comment tu as vécu d'avoir tenté Sciences Po et de ne pas l'avoir réussi? Parce que quand je t'écoute, tu étais passionné. Qu'est-ce que ça t'a fait? Bah, à chaque fois, c'était des grandes déceptions. C'était assez bizarre pour moi d'avoir un concours où j'étais pas forcément, enfin, j'avais pas forcément une appétence pour y aller, qui était les écoles de commerce et Ouais. de rater le concours que je voulais absolument, qui était Sciences Po. Après, ce qui m'a fait vraiment bizarre, c'est que dans ma classe, beaucoup de gens ont eu Sciences Po. C'était des gens avec qui je m'entendais pas trop et quand je suis arrivée en école de commerce, pour le coup, autant ça faisait 2 ans que je me sentais pas très intégrée dans la classe, autant là, pour la première fois, ben, je me suis sentie assez vite intégrée et puis finalement, j'ai découvert des sujets nouveaux qui étaient, tout ce qui était attrait aux entreprises et à la gestion des entreprises et ça m'a plu aussi beaucoup. Donc j'avoue que sur le moment, c'était dur, les échecs par rapport au fait de ne pas avoir Sciences Po et après je me suis dit: «Mais peut-être que c'était pas non plus fait pour moi non plus». Notamment parce que, par exemple, moi, j'étais mauvaise en philosophie, je comprenais rien et puis ça m'intéressait pas. Et que ni mine de rien, pour faire Sciences Po, avoir un esprit philosophique, c'est quand même assez important. Un esprit politique aussi. Moi, la politique m'a jamais intéressée. Donc, en fait, je sais même pas pourquoi je voulais Sciences Po au final. Je pense que c'était un peu un rêve de, je sais pas, de changer le monde avec des idées et tout. Mais en fait, je pense que moi-même, j'avais pas vraiment le profil. Donc, au final, avec du recul, hein, sur le moment, Ouais. je disais pas ça, mais avec du recul, bah, j'étais peut-être pas du tout faite pour Sciences Po, quoi. Par rapport à Neoma, donc Neoma, tu as passé 3 ans à Neoma Business School. Mm. Qu'est-ce que tu retiens de cette période Neoma Business School? Il y a beaucoup de choses. Ouais, Déjà, c'était plutôt 5 ans parce qu'en fait, j'ai fait une année de césure, donc il y a une coupure au milieu pour faire un an de stage, donc ça m'a rajouté 1 an. Et aussi Néomal avait la particularité de nous faire, au moins 2 stages de 6 mois, plus un échange à l'étranger de 6 mois. Donc tout ça, ça a allongé, la scolarité. Donc ouais, j'ai fait 5 ans là-bas. Bah, tout. Moi, j'ai adoré, tout ce parcours-là. Je me suis éclatée de A à Z, que ce soit les stages ou parce que moi, je suis fille de prof. Donc l'entreprise, pour moi, c'est un monde, à cette époque-là, complètement inconnu. Donc les stages, je débarquais, je découvrais tout, quoi. Tout était nouveau et j'ai trouvé ça génial, de découvrir ce monde-là. L'échange, universitaire, moi, je l'ai fait en Australie, à Melbourne. J'ai eu beaucoup de chance, d'aller là-bas et là, j'ai découvert, bah, qu'est-ce que c'est que de vivre loin de chez soi, vraiment loin de chez soi, on va dire, dans une autre culture, avec la culture anglo-saxonne dont je suis tombée éperdument amoureuse, où je me suis sentie, moi-même, en Australie. C'était assez incroyable et pendant mon année de césure, j'ai eu la chance de partir en Bolivie pendant 4 mois, faire un autre stage là-bas aussi. Hem Et là aussi, une autre culture, le fait d'être très loin de chez soi, le fait de découvrir, la culture, d'Amérique latine. À chaque fois, en fait, c'est des expériences très enrichissantes où on apprend autant sur, l'entreprise, le stage et tout, mais en fait, autant sur soi-même, et sur, la différence qui peut exister dans le monde, auquel on n'a pas forcément accès à laquelle on n'a pas forcément accès, dans notre quotidien. et par rapport à ça, tu disais tout à l'heure, à un moment, tu avais peur de partir de chez toi. Mmh.
Et là, tu es en train de me dire que tu es parti en Australie, tu es parti en Bolivie. Tu as eu des appréhensions avant de partir ou... Non, parce que là, j'étais à nouveau assez prête. En Bolivie, c'était la première fois que je partais aussi loin et je partais avec une amie, donc on partait à 2, c'était plutôt sécurisant. Et en Australie, c'était pas un pays qui me faisait peur, même si c'était lointain, et comme j'étais en échange universitaire, je savais que, bah, je serais entourée d'autres étudiants, que j'allais là-bas pour travailler et ma maman avait des amis australiens et donc ils m'ont accueillie sur place. J'étais pas totalement, perdue, on va dire. Donc j'avais pas trop de non, pas trop de peur, à ce j en fait, une fois qu'on est parti de chez soi et qu'on a un peu, coupé ce cordon-là, je trouve que c'est, plus facile d'aller à la découverte du monde et en sachant que de toute façon, j'avais une date de retour, donc c'était pas je partais pas pour une durée indéterminée, Ouais. aussi loin. Et la langue, quand tu es parti, soit en Bolivie et ensuite en Australie, tu étais fluente dès le début ou tu as Alors, progressé? j'ai fait exprès de choisir ces 2 pays, enfin un pays où on parlait espagnol, un pays où on parlait, anglais parce que je voulais renforcer, ces 2 langues-là. Après, je partais avec de bonnes bases. Moi, les langues, ça a toujours été, mon fort, en fait, c'est pour ça que j'aurais dû faire des études littéraires dès le départ. Ouais. Donc à l'écrit et à la lecture, aucun problème. C'était le parler qui était le plus difficile parce que quand on n'est pas dans le quotidien, en fait, parler, c'est toujours le plus difficile et c'est ça que j'ai voulu travailler là-bas et j'avoue que, ça m'a énormément aidée. L'anglais, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment ma deuxième langue, presque pas maternelle, mais quand même, c'est très, enfin, c'est une langue que j'aime énormément et l'espagnol, là, ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué, donc j'ai un peu oublié, mais globalement, ça revient assez vite quand même. Et j'ai pas mentionné, mais dans toutes les années, Néoma, les années à Rouen, donc où j'ai étudié là-bas, là où j'ai pas forcément voyagé, c'était aussi génial parce que, ils proposaient plein d'activités, plein d'associations. Heu, on pouvait enfin, après 2 ans de prépa, à travailler comme des dingues, enfin aussi se sentir un peu libre. On était loin de chez soi, on était indépendants, on faisait la fête. Voilà, donc ça a été des années, enfin 5 années, merveilleuses. Et au niveau des associations, il y en a une qui t'a le plus marqué ou qui t'a le plus, enrichi pour la suite? Il y en a 2. La première, ça va être l'association humanitaire qui s'appelait ESC Sans Frontières, qui nous permettait de nous engager, à la fois dans le quotidien de Rouen, mais aussi, surtout sur des missions, long terme. Notamment, on est parti 1 mois au Cambodge dans un orphelinat, pour s'occuper des enfants, s'occuper du centre, et cetera. Donc ça, c'était, vraiment très, très chouette et une très belle expérience. Et la deuxième, c'était, j'ai rejoint la troupe d'impro de Rouen et j'avais fait un tout petit peu d'impro dans mes cours de théâtre à l'époque, mais là, c'était, vraiment de l'impro et j'ai adoré. Ça a été un déclic total et donc depuis, je n'ai pas arrêté. C'était en 2007, on est en 2023, ça fait 16 ans que je fais de l'impro et ça a été vraiment un gros déclic. On a une amie en commun qui est, Julie Loreille et qui fait de l'impro avec toi actuellement. Ouais, Tu l'as rencontrée quand? je l'ai rencontré quand je suis arrivée à 1 an après être rentrée à Paris, donc il y a pas si longtemps, hein, il y a 5 ans et on s'est rencontrés dans un cours d'impro. D'accord, très bien. Et donc là, on est toujours à Rouen. On a vu les activités extra-études qui t'ont marqué. Est-ce que tu as eu également l'opportunité de réaliser de nombreux stages? Est-ce qu'il y en a un qui t'a plus marqué que les autres pour la suite de ta carrière? Il y en a plein, ils m'ont tous marqué pour des raisons très différentes. Le premier, ça va être, celui qui a été le plus fort dans le sens où, je suis tombée sur une manager extraordinaire. J'étais dans une boîte de vêtements qui fait des vêtements pour personnes, plutôt quarantenaires et plus. Moi, j'avais 19 ans, c'était pas trop des vêtements qui me parlaient. Mais, et puis en plus, je suis pas très fashion, pas très dans la mode, donc c'est vraiment pas un domaine qui me parle. Mais, ma manager était tellement incroyable, c'est-à-dire, à la fois exigeante et donnant de la reconnaissance, permettant de se développer, accompagnant et cetera, qu'elle aurait pu me faire vendre des saucisses sur la plage, je l'aurais fait, quoi. Parce que, j'étais prête à la suivre vraiment jusqu'au bout. J'ai même demandé à prolonger mon stage pendant les vacances de Noël et jusqu'au début des cours, vraiment jusqu'à la veille des cours. Et on est encore très amis aujourd'hui, hein, avec Jennifer et ça m'a marquée parce que je me suis dit: «OK, en fait, l'essence du travail n'est pas que le travail, les gens avec qui on travaille, c'est très important et notamment le rôle de manager est crucial, pour engager ses équipes et cetera et un mauvais manager, ça peut être absolument destructeur, même si le travail à côté est génial» et ça, pour moi, ça a été une vraie, vraie leçon que j'ai toujours gardée avec moi. Et je pense qu'il y a des gens qui ont une vraie appétence à être des très bons managers et d'autres qui peuvent l'apprendre,
Mais ceux qui ont pas envie de l'être, bah, ils ont pas besoin de l'être. C'est pas grave, on n'est pas obligé d'être manager pour réussir sa carrière. Je pense qu'il vaut mieux ne pas manager si on n'a pas envie de le faire, plutôt que de le faire parce que c'est le seul moyen de grimper dans l'échelle, de l'entreprise. Mais donc ça a été une vraie leçon. Hem Et peut-être un deuxième stage qui m'a marqué, ça va être le dernier que j'ai fait en stage master. J'étais en communication, interne et externe, pour une grosse entreprise, industrielle qui faisait du B2B et j'ai adoré faire de la com. C'était de la com RH et de la com, externe aussi. On était, partenaire des JO, de Londres à l'époque en plus, donc il y avait, plein de com super sympas organisés à faire, des événementiels et cetera. Et là, pour le coup, j'ai eu une relation plus compliquée avec ma manager et c'était un peu, bah, le revers de la médaille, on va dire, du premier stage où je me suis dit: «Non, mais vraiment, il faut» enfin, le rôle de manager est absolument crucial, et ça joue surtout parce que j'adorais mon métier. Ouais. J'étais exactement là où je devais être, mais cette relation avec cette manager m'a pourri mon expérience, clairement. Là, j'ai pas demandé à prolonger. Ouais, ouais, j'imagine bien. Donc on arrive en fin de période chez Neoma. Tu sais déjà ce que tu vas faire le jour d'après? Non, je finis Neoma, on devait choisir une spécialité pour notre dernier semestre et je choisis, la majeure RH, parce que c'est la seule majeure, pardon, où je sens que je vais m'y plaire. Le reste ne m'attirant pas tant que ça finalement. Dans le monde de l'entreprise, finalement, le seul domaine qui m'intéresse, c'est l'humain, heu et je m'éclate pendant 6 mois à faire des RH, à découvrir comment on peut développer les gens, former, gérer les talents, enfin tous ces domaines-là. Et je fais mon mémoire de fin d'études sur, le manque de RH dans l'éducation nationale et l'impact que ça a sur, l'implication des enseignants tout au long de leur carrière. Et je fais une différence, entre le public et le privé. Donc ça, c'est un peu mon héritage de prof, enfin de fille de prof qui veut ça. Mais je sors de là, je sais pas où je vais, je cherche un travail et c'est un peu le moment de la crise où il y a pas tant d'opportunités que ça, encore moins en RH. Donc je mets un peu de temps à trouver un travail. Je me dis: «Mince, on nous avait un peu promis la voie royale en sortant d'école de commerce et puis là, finalement, c'est pas si facile de trouver un job». Donc je suis prête à tout, moi. Je suis prête à aller dans le monde entier. Je suis prête à faire n'importe quel, type de job en RH parce que je suis prête à apprendre et tout est à faire. Donc j'ai envie d'aller en usine, j'ai envie d'aller en VIE, j'ai envie d'aller, dans un siège social. Enfin bon bref, tout est possible. Et puis finalement, je trouve un graduate programme, en Angleterre, à Bristol, dans une entreprise anglaise où, c'était assez marrant parce que tous les entretiens que j'ai passés en France, on me disait, «Bon écoutez, vous et quelqu'un d'autre ou ça sera voilà, c'est kiff-kiff, voilà, on fait pas trop de différence». Bon, donc ça donne pas trop envie d'y aller. Mmh. Et là, en Angleterre, ils m'ont dit: «Ça sera toi ou personne d'autre». Bon, les Anglais sont très forts, hein, Ouais, pour vendre les trucs. ouais, Mais du coup, j'ai dit: «Ah, je me sens un peu désirée» ouais. et surtout un graduate programme en RH, il y en a pas beaucoup. C'était très attirant et donc bah, j'ai fini par aller à Bristol et j'y suis allée pour 5 ans quand même. 5 ans. Mais alors quand tu dis un graduate programme, c'est quoi? C'est en des nouvelles études en Angleterre? Non, en fait, un graduate programme, il y en a aussi dans les entreprises françaises, on recrute des juniors, donc des gens qui sortent d'école en général Ouais. et on leur dit: «On va te recruter en salarié, sur un poste comme n'importe qui d'autre, sauf que tu vas faire partie d'un programme de jeunes talents où on va te donner des formations en plus. On va te permettre, d'avoir des expériences que, bah, d'autres n'auraient pas forcément en interne». Et notamment, souvent, il y a un système de rotation. C'est-à-dire qu'on te dit, par exemple, c'est sur 2 ou 3 ans et tu vas faire 2 ou 3 postes différents. Donc, tu sais qu'au bout d'un an, déjà, tu iras sur un autre poste. Et le but, c'est que tu découvres le métier avec des missions précises en assez peu de temps pour te rendre manager au lieu de le faire en 5 6 ans, en 3 ans, et d'être capable d'être manager, quoi. C'est un peu un programme accéléré avec plein de formations de développement personnel, passionnantes pour t'aider à accélérer ta carrière avant même qu'elle ne commence. J'avoue, c'est assez chouette. Ah ouais, c'est super sympa. Mmh. Et quand on te le propose, tu étais déjà là, tu avais eu ton expérience en Australie et à l'étranger, tu avais pas cette appréhension du tout de la langue, de Shakespeare? Non, non, là, j'avoue que la langue, c'était pas trop mon appréhension. C'était plus de me dire: «Est-ce que j'ai envie d'aller à Bristol?» alors que je ne connais pas du tout la ville, voilà. Mais bon, je me suis dit: «J'y vais 6 mois et puis si au bout de 6 mois ça me plaît pas, je rentre, hein». Mais ça me fera toujours une expérience de plus sur mon CV donc let's go. OK, et donc ça, cette période, c'était à partir de 2012 Ouais, exactement. et donc comme c'était le programme graduate programme, tu as fait différents types de postes? Ouais, tout à fait.
Et est-ce que au cours de ces postes que tu as essayé, que tu as vécu, est-ce qu'il y en a qui t'ont le plus marqué? Oui, parce que, le premier poste, je l'ai adoré, c'était en gestion des talents et programme leadership. Donc là, organiser des formations passionnantes pour des gens du monde entier et y participer, autant te dire que je me suis éclatée. La deuxième année, je suis passée en RH opérationnel, c'est-à-dire, j'avais, 400 personnes, dont je m'occupais d'un point de vue RH, donc HRBP, l'équivalent, enfin voilà. Et en fait, là, ça a été horrible. Ça a été horrible, j'ai fait un burn-out, hein, ça a été, catastrophique. Ah mince. Ouais, parce que, j'étais pas prête à ça, en fait. Dans le sens où, les RH opérationnels, pour moi, c'est le métier le plus difficile en entreprise et qu'on ne soupçonne pas. Dans le sens où, on nous demande de gérer toute la merde. On ne nous dit jamais merci et en fait, nous, on n'était pas venus pour ça à la base. On était venus parce qu'on aime bien les gens et qu'on aime bien développer et aider les gens et en fait, le seul truc qu'on nous demande de faire, c'est de suivre la politique de l'entreprise. Enfin, j'ai rarement vu des entreprises qui vraiment donnent la parole aux RH et leur laissent une vraie place stratégique dans les décisions de l'entreprise. J'ai rarement vu ça. Et en fait, du coup, on se met à appliquer des décisions business qui, pour nous, des fois, n'ont pas totalement de sens ou qui sont, pour moi, c'était en désaccord total avec mes valeurs. Et en fait, c'est pas tenable dans la durée d'être en désaccord avec ses valeurs. Et quand on a aussi 400 personnes à gérer, bah, moi, je recevais des centaines de mails par jour, plus tout ce que je devais gérer en plus et en fait, bah, là, j'ai pas tenu. J'ai pas tenu, j'ai fait mon burn-out et j'ai une collègue, heureusement, qui m'a sauvée, en me disant, «Je vois que là, tu t'enfonces, profondément. Mmh. Est-ce que tu veux pas revenir dans ton ancienne équipe, le temps de te refaire, quoi?» Et c'est ce que j'ai dit oui tout de suite et je suis revenue dans mon ancienne équipe, faire un projet, peu stratégique pour que justement j'ai pas trop de pression et cetera, et ça m'a complètement sauvée, voilà donc ça ouais, ça m'a marqué ouais et j'ai un grand, grand respect pour les RH. Si vous m'entendez et vous êtes en RH, grand respect pour vous et merci pour tout ce que vous faites. Bon, j'espère que mon amie, Maud, qui travaille dans le secteur RH t'écoutera. Je pense elle te comprendra Mmh. par rapport à ça. En plus, le truc horrible, c'est quand tu dis aux gens: «Je travaille en RH», la première réaction, c'est: «Oh là là, moi j'aime pas les RH». Toi, tu dis: «Bah ouais, mais on fait ce qu'on peut, hein, vraiment. Ouais. On n'a pas de moyens et en plus, on doit faire, beaucoup trop de choses». Donc une collègue amie te propose de revenir à ton ancien poste avec des activités différentes Mmh. et ensuite tu as fait d'autres postes? Oui, donc j'ai fait ce poste de requinquage, on va dire, pendant 1 an. C'était quand même intéressant, c'était autour de la formation, notamment pour la population, RH. Et ensuite, en fait, c'était quand même pas un poste qui demandait un plein temps. Donc au moment où moi j'ai commencé à aller mieux, bah, je me suis un petit peu ennuyée et c'est un moment où, j'ai commencé à avoir un déclic autour, de tout ce qui était diversité et inclusion en entreprise. Un sujet dont on ne parlait absolument pas dans mon entreprise, alors qu'il y avait quand même 38 000 employés, donc on pouvait se dire que c'était un sujet important. Mais c'était pas le cas et donc j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai interviewé beaucoup de personnes et je me suis dit: «Tiens, il faut qu'on fasse quelque chose, nous» et comme j'avais du temps, j'ai commencé à un peu soulever les foules, en interne et en fait, j'ai mis un nom après dessus, mais finalement, je suis devenue intrapreneur, c'est-à-dire, d'essayer de changer les choses sur un sujet à l'intérieur de mon entreprise et moi, mon sujet, c'était la diversité et l'inclusion. J'ai un peu trop remué les foules, donc ça a énervé la PDG qui m'a convoquée dans son bureau en mode: «Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça m'embête». Hem et ce qui était marrant, c'était qu'elle m'a dit, «Moi, je veux de la méritocratie. Il est hors de question qu'on ne fasse de la discrimination positive dans cette entreprise» et je lui dis: «Bah, c'est génial parce qu'on veut la même chose et je vais te prouver par A plus B qu'aujourd'hui, on fait de la discrimination positive pour un certain type de personnes» et qui étaient, notamment des hommes blancs. Et donc je lui ai prouvé ça et en fait, elle a dit: «Ah OK» et donc là, elle m'a dit: «Bah, c'est ton projet». Elle m'a donné, 200 000 livres, un nouveau chef et puis c'était parti, quoi. Donc moi, j'étais assez, contente, hein. J'avoue que Ouais, c'était voilà, un beau succès, on va dire. Ça m'a pris 1 an et demi avant d'arriver à ce qu'elle dise ça, hein. C'est très long ouais, quand on est intrapreneur, il y a beaucoup de jeux politiques, il y a beaucoup, du lobbying. de lobbying, beaucoup de lobbying à faire pour changer les choses. Hem et puis après, au bout de 6 mois à essayer d'implanter des choses, en fait, je me suis rendu compte que, c'était beaucoup trop lent pour moi. J'avais l'impression de bouger un mammouth et c'est beaucoup d'énergie. Déjà que ça faisait 1 an et demi que j'avais mis pour avoir la décision que c'était OK que je puisse faire ça. Mmh. On m'avait quand même demandé de rester secrète, donc j'avais un job secret, donc ce qui Waouh. était assez ridicule sur
un sujet qui appelle justement au contraire qu'on en parle Ouais. voilà, qu'on fasse communauté autour de ce sujet. Et donc, je me suis dit: «Moi, le mammouth, là, j'ai plus l'énergie». J'ai déjà fait mon burn-out chez eux en plus, donc je pense que ça va. Et donc je suis partie. Je suis partie en me disant: «Je vais le faire, si un jour je retravaille sur ces sujets de diversité, je vais le faire à ma sauce» et avec l'intention de pas bouger un mammouth, mais au contraire, de créer plein de petits papillons. Le 3 octobre 2016, je démissionne. Avec une fierté et un bonheur pas possible. C'est pour ça que tu te souviens de cette date? Oui et entre autres parce qu'il fallait rester jusqu'au 37 septembre pour avoir son bonus, donc je suis restée jusqu'au 30 septembre et je crois que le 3 octobre était un lundi, donc c'est pour OK, ça que je m'en souviens. OK, très bien. Et quand tu pars le 3 octobre, est-ce que tu sais où tu vas? Non, non, je ne savais pas où j'allais et j'avais pas envie de savoir, parce que je me suis dit c'est un moment où je me suis dit: «Écoute Marianne, toute ta vie, tu as suivi des rails qui étaient bien tracés, de faire des études, de faire une grande école, d'avoir un travail en entreprise, voilà, ça s'est bien passé, tu as suivi tes petites rails. À aucun moment tu t'es posé, tu t'es dit: "C'est quoi mon vrai rêve et si j'avais le courage, je ferais quoi?"» Et donc je me suis dit j'avais mis de côté, un peu d'argent, j'avais 1 an devant moi, je me suis dit: «Écoute, tu te donnes 1 an pour échouer». C'est-à-dire, alors pas échouer en mode, on va tout faire pour échouer, mais en mode tu vas tester les choses que tu as toujours rêvé faire et si ça marche pas, c'est pas grave parce que tu t'es donné cette permission en début d'année de faire des choses qui peut-être ne marcheront pas, mais au moins tu les auras testées, tu auras pas de regrets derrière. Et donc j'ai appelé, ça «failing gracefully», donc échouer avec grâce parce que l'idée c'était pas de voilà, de m'échouer en m'écrasant par Ouais. terre, mais de m'échouer en ayant un petit peu de grâce quand même. Et le but c'était de tester plein de choses. Certaines marcheraient, certaines marcheraient pas, mais au moins je n'avais pas de regrets sur où est-ce que j'en étais dans ma vie. Et alors Marianne Constant, il y a quoi dans cette liste justement? Alors, il y avait plein de choses et j'ai évidemment pas tout fait, mais j'ai coécrit un livre avec des gens de Neoma, par exemple. J'ai fait des courts-métrages avec des amis, dont un, enfin même dont 2 qui ont été primés dans pas mal de festivals. J'ai accompagné des jeunes à apprendre l'anglais dans le sud-ouest de l'Angleterre, en mode colo. Bon voilà, j'ai fait plein de trucs, à droite à gauche. Je me suis ennuyée, chose que j'avais pas fait, depuis très longtemps. J'aime pas du tout l'ennui, donc c'était pas évident pour moi. Et puis, au fond de moi, j'avais très envie de tester des choses de comédienne un peu plus loin que juste les courts-métrages, mais je n'ai pas eu ce courage, donc je ne l'ai pas fait. Par contre, j'ai, une dame avec qui j'avais fait une conférence sur la diversité, 6 mois plus tôt qui me dit: «Tiens, je vois que tu as quitté ton entreprise, que fais-tu maintenant?» Et je lui dis: «Bah, rien, je me cherche» et elle me dit: «Est-ce que ça te dirait de faire une formation sur les biais cognitifs?» Enfin, c'est-à-dire de donner des formations en entreprise et ma règle pour cette année-là, c'était de dire oui à tout, sauf si vraiment j'en avais pas envie. Mais par contre, si j'en avais juste peur, c'était un grand oui. Et donc j'ai dit oui. Mais en me disant: «Je ne sais pas du tout comment faire une formation et je ne sais pas du tout assez de choses pour parler 3 heures des biais cognitifs. Donc qu'est-ce que ça va donner?» Et ce qui était bien, c'est qu'elle m'a accompagnée, c'est-à-dire que j'ai pu l'observer une fois, ensuite on a co-animé ensemble, ensuite j'ai fait une formation où elle m'a regardée, où donc elle était dans la salle au cas où et ensuite elle m'a lancée toute seule, quoi. C'était génial. Moi, j'avoue que les premières formations, elles étaient pas, fameuses. Elles Ouais. étaient, correctes, mais clairement, c'était pas foufou. Mais au fur et à mesure, je commençais à en faire de plus en plus, puis elles m'en donnaient de plus en plus et je me suis dit: «Mais en fait, déjà, j'aime beaucoup ce que je fais. Je reste dans le monde de l'entreprise. Je suis passionnée par ce sujet depuis, des années, donc j'en parle pendant 3 heures à des gens et je suis payée pour et je commence à en vivre. Bon, mais peut-être qu'en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse». Et donc en fait, on va dire depuis février 2017, je suis formatrice en entreprise. Alors après, j'ai diversifié les sujets, mais j'ai commencé sur ces, biais cognitifs et diversité en entreprise, et ça fait 7 ans que je fais ça du coup. Non 7 ans, 6 ans, je peux même pas calculer. Enfin, ça fera 7 ans en février prochain, donc dans quelques mois. Très bien. Vous voyez sur LinkedIn, des fois tu intervenais chez Cartier, je crois, c'est pour ce type de formation? Tu te renseignes bien, je vois Mais Frédéric. je te suis sur LinkedIn, je suis tes posts. Ouais, j'interviens effectivement chez Cartier, en partie pour des formations sur les biais cognitifs, tout à fait et je fais aussi beaucoup de formations sur le feedback. Comment donner un bon feedback. Très bien. Parmi donc ces listings de choses à essayer, il y a ça, ces formations sur le biais cognitif. Mmh. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Bah, il y a eu toutes celles que j'ai citées avant sur les courts-métrages, le livre et cetera et l'ennui notamment qui a pris beaucoup de place. Mais j'avoue que ça, c'est vraiment été, la chose à laquelle je ne m'attendais pas et que j'avais pas mis sur ma liste, hein, pour le coup, mais qui est devenu mon nouveau métier et ça, je trouve ça génial parce que jamais dans ma vie je me serais dit,
je veux être entrepreneur ou ne pas redevenir salariée ou travailler même en tant que formatrice. C'était pas quelque chose qui m'avait, effleurée plus que ça et c'est parce que quelqu'un d'autre me l'a proposé et que ma règle, c'était le oui, Mmh. que c'est devenu un métier et aujourd'hui, non seulement j'adore ce métier, mais je changerais pour rien au monde donc je trouve ça chouette aussi de laisser en friche certains moments pour laisser des opportunités qu'on n'avait pas prévues. Moi, j'ai tendance à beaucoup prévoir Mmh. et en fait, des fois, c'est quand on prévoit pas qu'il y a des belles choses qui arrivent aussi. On arrive fin 2017. Est-ce que tu as à un moment, tu t'es posé et tu as tiré une conclusion de cette année, Fail Gracefully? Alors ouais, j'ai fait un parce qu'à chaque fois j'écrivais des articles à l'époque, donc j'ai écrit un article un an après effectivement «Qu'est-ce qui se passe de Failing Gracefully?» où je faisais le bilan, mais ce qui s'est surtout passé, c'est que fin 2007, je suis rentrée en France. Donc jusque-là, j'habitais encore en Angleterre, et j'ai décidé de rentrer à Paris, parce que j'avais fait le tour de l'Angleterre au bout de 5 ans et je me suis dit: «Où est-ce que en France j'ai le plus de contacts et d'amis?» Bah, c'était Paris, donc je suis rentrée à Paris. Et j'ai commencé à travailler pour des startups à Paris. Je suis restée formatrice, pour la boîte anglaise, avec qui je travaillais, donc je faisais des allers-retours en Angleterre. Mais j'ai travaillé pour une startup qui faisait des formations sur des prises de parole en public. Donc là, j'ai rajouté cette corde-là à mon arc, de formatrice. J'ai travaillé avec Coco Worker qui, une startup qui, promouvait, les feedbacks positifs en entreprise. Donc j'ai rajouté un peu la carte feedback à mon arc aussi Ouais. avec Ekiwork qui, travaille sur le sexisme ordinaire. Voilà, donc plusieurs startups et en fait, ça a duré 1 an et ça m'a demandé énormément d'énergie et c'est là où j'ai fait la différence entre qu'est-ce que c'était un entrepreneur et un freelance. J'avais pas compris qu'il y avait une différence et en fait l'entrepreneur, ben, il monte un projet avec une équipe et c'est du long terme et ça se développe, ça prend du temps, il y a besoin d'investissement et cetera et un freelance, c'est quelqu'un qui est son propre auto-entrepreneur, on va dire, mais qui peut avoir des projets, plutôt court terme et qui s'autogère, qui a pas d'équipe qui dépendent de lui, qui peut s'arrêter du jour au lendemain et en fait, moi, j'avais besoin de ça, de pouvoir me dire, «Si je décide que j'arrête demain, bah, j'abandonne pas toute une équipe et ça n'impacte que moi». Et à partir de donc au bout d'1 an à avoir, ouais, beaucoup d'énergie, et beaucoup de fatigue, je me suis dit: «En fait, moi pour que ma lumière brille, il faut que je sois, solo» et donc terminé les startups, je devenais, pleinement formatrice en entreprise, à mon compte et voilà et depuis, la lumière brille. On va arriver en 2020 Mmh. et 2020, il y a je l'évoquais tout à l'heure au début, il y a un virage Ouais, qui va s'amorcer. ouais. Comment est apparu ce virage sur ta route? Un peu le deuxième virage finalement. Ouais. Bah, le Covid, hein, il s'appelle Covid, le virage. Hem, donc on est confinés chez nous. Du jour au lendemain, j'avais plein de formations de prévues, tout s'arrête parce qu'on n'était pas encore dans le mode, formation en ligne et cetera et là, quel bonheur! Alors moi, j'ai eu de la chance, hein, je l'ai très bien vécu. Bon, j'étais dans mon tout petit studio de 20 m², mais d'un coup, on me donnait du temps que je ne prenais pas ou que je n'avais pas et donc je me suis mise à faire des choses que j'avais pas le temps de faire, donc ça m'a fait beaucoup de bien et surtout, il y a eu l'allocution de Macron là qui nous annonçait qu'on était en guerre et En ça c première ligne? en première ligne et Ouais. ça m'a fait mourir de rire de l'absurdité de ce Ouais. truc et donc j'ai fait une petite vidéo rigolote que j'ai mis comme ça sur YouTube et que j'ai partagée à mes amis vraiment, enfin comme ça sans prétention et plein de gens m'ont dit: «Ah ah ah, c'est rigolo». Donc je me suis dit: «Bah tiens, je vais en faire une demain, puis demain, puis demain». Puis en fait, j'en ai fait une par jour. Donc pendant les, 2 mois du confinement et puis j'ai continué, hein, pendant le reconfinement et le re-reconfinement donc j'en ai fait une en tout, j'en ai peut-être fait une centaine, enfin c'était, pas mal de vidéos. Les 3 quarts sont nuls, mais nuls, il faut pas les regarder, hein, surtout pas, mais ce que ça m'a appris ou en tout cas donné l'élan, c'est, d'avoir ce filtre de l'humour en permanence. Parce que tous les matins, je me disais: «OK, il faut que je fasse ma vidéo, Mmh. qu'est-ce qui peut faire rire aujourd'hui?» Et évidemment de prendre quelque chose d'actualité, puisque, on était tous en train de vivre la même situation qui était le confinement. Hem, de là sont nés des personnages et je me suis dit: «En fait, j'adore faire ça, j'adore écrire, j'adore, tourner. Heu, peut-être qu'il est temps que je me raccroche aux rêves que de petite fille que j'ai jamais osé faire, ni après le bac, ni, au moment de démissionner». À chaque fois, je repoussais le truc parce que j'avais trop peur. «Vas-y, lance-toi». J'hésitais entre la réalisation de films ou, être comédienne
Et je me suis dit: «La réalisation de film, je commence de zéro parce que, j'ai aucun contact, j'ai aucune expérience, rien. Comédienne, ça fait quand même 20-25 ans que je fais du théâtre et de l'impro, je commence pas de zéro. Peut-être commence par ça, puis on verra après pour le cinéma». Et je me suis dit: «Surtout le fais pas toute seule parce que ça fait déjà des années que tu essayes et que tu as trop peur, donc il faut que quelqu'un te botte les fesses». Mmh. Et donc j'ai rejoint une école d'humour à Paris qui s'appelle l'EHAS, l'École de l'humour et des arts scéniques, qui est une formation, en 2 ans plus une année avec un metteur en scène, si on le souhaite. Et moi, j'ai fait les 3 ans du coup, 2 ans de cours et 1 an avec une metteuse en scène. Donc j'ai terminé en juin de cette année, donc 3 ans plus tard. Et bah, aujourd'hui, en fait, j'ai le bonheur de te dire que je suis, comédienne et humoriste. Félicitations. Et comment tu as entendu parler de l'EHAS? Bah, j'ai regardé sur Google, hein, école, de l'humour. Je suis tombée sur ça. Déjà, je savais même pas qu'il y avait une école de l'humour. Il y en a même, à l'époque, il y en avait que 2 sur Paris et je suis allée en faire un stage dans les 2 d'une semaine, en juillet, 2020 pour comparer Ouais. et je suis tombée en amour et un gros coup de cœur pour le HAS donc la décision a été très facile et c'était parti, quoi. J'ai signé tout de suite. Quand on arrive à l'EHAS, est-ce qu'on arrive déjà avec un projet où on part vraiment from scratch, de zéro? Ça dépend des gens. Moi, j'arrivais avec pas grand-chose. Dans l'été, j'ai fait mes premières scènes, dans des comédie clubs, en anglais, parce qu'en fait, je trouvais ça beaucoup plus simple d'écrire en anglais qu'en français. Donc je crois que j'ai même pas fait de comédie club en français. Ah si, j'ai dû en faire un, mais sinon c'était en anglais. Donc j'avais un petit texte quoi qui faisait, 5-6 minutes, que j'avais travaillé avec un ami, qui était pas très, très bon, mais qui était quand même, qui commençait quelque chose, on va dire. Mais bon, voilà, c'est tout, hein. Donc en gros, globalement, on commence quand même pas mal from scratch. Et après, la spécificité de l'EHS que moi j'ai adoré, c'est qu'il travaille énormément sur le développement personnel. Et moi, ça faisait 15 ans que je faisais du développement personnel. J'étais en mode, ça va, je me connais, c'est bon, on va pas, hein. Et en fait, on se découvre tout le temps, hein. Donc même à l'EHS, même à plus de 30 ans, bah, j'ai continué de me découvrir, et notamment dans l'écriture. En fait, on va chercher très loin. Pour faire rire, il faut aller chercher loin des choses qui nous touchent. Et donc, on continue de se découvrir, enfin, je continue de me découvrir encore aujourd'hui quand j'écris. Donc voilà. Et vous étiez une promo de combien? Ma promo, on était 15. Mmh. Enfin, en fait, la première année, je l'ai fait dans une classe un peu à part, de gens qui ne faisaient pas cours tous les jours parce que fallait que je continue de travailler à côté. Donc on n'était que 4. Mais la deuxième année, j'ai rejoint la classe principale, donc j'avais cours tous les jours et là, on était 15. Et quand est-ce que tu as commencé à... Moi, je t'ai vu Donc, moi, je t'ai vu une des premières moutures Mmh. du résultat du travail que tu as effectué au sein de l'EHAS. C'était quand tu m'as dit? C'était à la fin des 2 ans, des 2 premières années de l'EHS. Donc c'était en juin 2022, Juin 2022, mmh, c'était à l'Apollo. à l'Apollo. Donc là, tu arrives déjà avec des personnages. Mmh. Et, et moi, ah oui, j'avais eu une peur, c'est quand je me suis dit, je vais aller la voir. Parce que moi, je te suivais donc à distance, surtout via LinkedIn, parce qu'on s'est pas, après, on s'est pas forcément recroisés. Et je trouvais ça époustouflant, enfin en tout cas inspirant, que tu fasses que tu te prennes cette route. Et donc je me suis dit, elle propose, elle annonce ses dates, et là j'étais dispo, donc je suis venu te voir. Et il y a un truc que j'avais peur, je me suis dit, imagine, c'est bof, tu la croises, tu vas te sentir obligé de dire que c'était bien. Et puis en fait, j'ai super bien rigolé, tu m'as fait penser vraiment à des humoristes, quand j'y repense de temps en temps, qui ont des personnages comme Jérôme Commandeur ou Laura Felpin, et j'ai vraiment bien rigolé. Et donc j'étais fier en tout cas après de pouvoir t'écrire sans faire sans mentir, de dire putain, t'as bien assuré. Donc j'en profite pour te le redire, c'était Merci. vraiment un travail de qualité. Et ça, ouais, ça me fait penser vraiment à des Jérôme Commandeur, Laura Felpin, ou même des fois, parce qu'il y a un petit côté peut-être acide humour noir de Jérémy Ferrari. Donc vraiment, moi, je le redirai tout à l'heure, mais je vous encourage à aller la voir, parce que je pense qu'elle va encore faire de nombreuses représentations. Et tu as cette première mouture en juin 2022. Comment après comment tu te poses? Tu as cette partie, je suis comédienne, qui marche vraiment bien. Enfin, moi, je le dis en tant que spectateur. Mmh. Tu as cette partie où il faut quand même que tu vives à côté avec tes formations. Et à un moment, est-ce que tu te dis, il faut quand même que je vive, parce que c'est une passion, mais j'ai envie aussi de vivre de cette passion de comédienne, parce qu'en plus tu crées.
Hem, comment tu t'imagines ça dans ta tête? Est-ce que Moi, c'est hyper clair. Depuis que je suis freelance, j'essaye d'être guidée par le plaisir. Donc, j'essaye de ne faire que des choses qui me font plaisir. Donc les formations, moi j'adore faire ça. Ça me prend beaucoup d'énergie parce qu'être en formation, il faut être très attentive, aux gens qui sont, dans la formation, au moment présent et cetera. Donc je peux pas en faire tous les jours non plus et comme tu dis, aujourd'hui, je suis comédienne et j'ai envie de donner beaucoup de place à ça parce que ça aussi, ça prend beaucoup de temps et là, c'est un kiff, plus, plus. mmh, Donc dans l'idée, c'est tout simple, je continue de faire des formations, j'en fais un peu moins que d'habitude, voire même beaucoup moins. Du coup, je choisis mes clients avec qui, je fais ces formations, hem mais je continue d'adorer ça. Ça me permet de vivre et à côté, je fais mon autre passion qui est la scène. J'essaie d'en faire un maximum, parce que plus on en fait, plus on progresse et meilleur voilà, meilleur le spectacle devient. Avec un jour l'idée peut-être que j'en vivrai, j'aimerais beaucoup, mais ça me dérange pas de me dire que, j'arrêterai pas les formations non plus. Parce que encore une fois, j'aime ça et puis ça me permet de garder un pied à terre aussi dans l'entreprise qui est un monde que je connais bien, dont j'ai les codes et donc je m'y sens à l'aise. Et puis dans le monde un peu réel, parce que mine de rien, le monde artistique, on peut parfois être un peu déconnecté de ce qui se passe dans le quotidien d'autres gens, parce que quand on travaille le soir et pas dans la journée, déjà, c'est un peu bizarre. Donc le fait d'aller, en entreprise une fois par semaine, bah, me permet, d'avoir un pied dans cette réalité, on va dire. Il y a des personnages, qui peuvent m'inspirer, enfin des personnages, des personnes de formation qui peuvent m'inspirer des personnages, donc voilà, donc c'est assez simple. Je me mets pas trop de règles sur, le futur tant que je kiffe ce que je fais et tant que je peux en vivre, ben, moi je suis ravie. Au début, quand j'ai commencé le HH, je me suis dit: «Oh, mais qu'est-ce que tu fous là? Ils ont tous 18 ans, enfin ils commencent leur carrière, ils ont beaucoup ouais. de talent et puis alors ils ont toute la vie devant eux. Toi, tu as 20 ans de retard, c'est quoi le délire?» Et en fait, je me suis dit: «Bah, OK, ils ont effectivement toute la vie devant eux et tout, mais moi j'ai un métier à côté qui fait que je peux en vivre, en travaillant pas tant que ça et du coup en laissant plein de place à la créativité et j'ai mes expériences dont je peux parler. Donc finalement, bah, OK, je suis plus fatiguée le soir quand je rentre trop tard je suis pas si vieille, hein, mais quand même, mais j'ai d'autres atouts en fait. Donc ça m'a un peu rassurée, je me suis auto-rassurée par rapport à ça. Mais quelle chance d'avoir, 2 métiers que j'aime et qui me permettent de vivre. C'est génial. Et au sein de l'EHAS, tu as des personnes qui t'ont marqué? Plein, bah, toutes. Là, pour le coup, le HS, c'est une grande famille. C'est que des gens extraordinaires qui ont un cœur énorme, qui, sont vraiment là pour nous enfin, moi, c'est vraiment la force de cette école. Ils sont pas là pour nous rendre clones les uns des autres. C'est comment on va chercher ta singularité et puis ils vont la chercher loin, hein. Moi, ils sont allés la chercher loin parce que je l'assumais pas du tout et ils nous aident à éclore, en fait. On part de pas grand-chose et en quelques années, personnellement et professionnellement, on devient des vrais artistes. C'est-à-dire que moi, au début, jamais j'aurais osé dire: «Je suis comédienne», mais jamais et eux le disaient, ils disaient: «Oui, donc Marianne est comédienne». Moi, j'étais: «Ah non, non, mais pas du tout, qu'est-ce que vous racontez?» Voilà et en fait, en 2 ans, bah si, maintenant je peux le dire, je suis comédienne et c'est grâce à cette école que je peux le dire aujourd'hui. Et ça veut dire qu'ils vont un peu creuser dans ta personnalité, dans ton histoire? Parce que des fois, une fois j'entendais, Fabien Olicard qui interviewait Navo, qui écrit pour certains humoristes et Navo, pour qu'il puisse écrire pour les humoristes, en fait, il prend surtout des cafés avec les personnes. Il apprend à les découvrir, à les questionner et à partir de là, à partir peut-être 1 ou 2 mois, il commence à leur suggérer des pistes d'écriture. Toi, le HAS, ça a eu un peu ça il y avait un peu ce travail justement? C'est que ça. L'écriture vient toujours de soi. De soi ou de l'observation qu'on a du monde ou ce genre de choses. Mais effectivement, je comprends très bien la démarche de Navo du coup. Pour moi, en tout cas, la démarche a été de creuser en soi pour extraire quel est le message que j'ai envie de dire. Parce que, faire rire ses copains, c'est, accessible à tous, on va dire et c'est très chouette. Il faut le faire parce que c'est très important. Mais, faire rire, un inconnu et puis 50 inconnus dans une même salle, c'est un vrai métier qui s'apprend, qui est difficile et pour ça, il y a des techniques. Donc là, c'est vraiment de la pure technique d'écriture, comique, voilà, avec des ressorts comiques très précis et tout. Mais il y a aussi, quel est le message que j'ai envie de faire passer? Est-ce que je fais juste rire et c'est OK? Ou est-ce que je fais rire avec un message derrière?
Et le HAS a plutôt un positionnement de nous, on aime bien quand il y a un message derrière qui est votre message. Donc en gros, réfléchis à ce que tu as envie de dire, pourquoi tu viens sur scène. Si tu viens sur scène pour juste faire le pitre ou juste montrer que tu es là, c'est pas intéressant. Si tu viens sur scène pour partager vraiment quelque chose avec le public, euh, qui peut être touchant, qui peut être dur, qui peut être plein de choses, mais peu importe, mais si tu viens avec un message, là c'est intéressant. Et voilà, c'est ce qu'on a travaillé en tout cas. Et moi ça, je trouve ça super. Et tout à l'heure, je te comparais à des humoristes que moi je connais, hein, Commander ou Laura Felpin, qui, de mon sens, déjà sont très talentueux, et également utilisent des personnages, souvent des personnages dans leur spectacle, ce qui n'est pas tout le temps le cas de Jérémy Ferrari, où il a une grosse partie, il est plutôt en mode stand-up, et quelques parties des fois où c'est un mode avec des personnages. Hum, Toi, est-ce que tu te trouves des similarités avec des humoristes que j'aurais pas cités et qui sont connus de toutes et tous? Dans la forme, Antonia Dredinger, je sais pas si tu connais, Non. qui est improvisatrice aussi par ailleurs, et qui fait beaucoup de personnages, voire quasiment que du personnage. Moi, je me suis beaucoup inspirée d'elle parce qu'elle avait fait l'émission de Ruquier On demande qu'à en rire, là, il y a 10 ans. Ok. Et j'avais adoré ce qu'elle faisait. Elle est brillantissime dans l'écriture et incroyable dans l'interprétation. Donc moi, je me suis un peu identifiée à elle en mode je veux être elle plus Ouais. tard. Et je pense que dans le style, on me l'a déjà dit plusieurs fois. Alors pas dans l'interprétation, mais dans le fait que je fasse des personnages. Effectivement, on m'a déjà parlé d'elle plusieurs fois. Par contre, dans l'humour, tu parlais de l'humour noir tout à l'heure de Jérémy Ferrari. On m'a déjà dit, oulala, là là, toi, t'es bien trash comme Blanche Gardin, par Ok, exemple. Ou, ouais, plutôt ça. très bien. Comment tu pourrais, comment tu pourrais décrire ton spectacle? Est-ce que je sais que tu fais plusieurs personnages, dont grand-mère Lucette. Lucienne. Lucienne, pardon, grand-mère Lucienne, qui a beaucoup de succès, je crois, avec ton public. Mm. Et si elle devait décrire ton spectacle, Lucienne, elle dirait quoi? Bah alors, ma petite fille, elle est splendide. Ma petite fille, elle fait un spectacle qui s'appelle Schneck. Alors moi, je comprends pas, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est super. Et en gros, elle fait plein de personnages très grinçants. C'est-à-dire que, bah, souvent on fait oh, elle a pas dit ça quand même. Et puis en fait, si, bah, elle l'a dit. Hein, donc faut accepter, faut rire. Voilà, c'est tout. Et puis elle en enchaîne pas mal. Et puis de temps en temps, elle parle au public et elle raconte sa propre histoire, mais à travers ces personnages horribles, insupportables, avec qui on rit très très jaune. Mais c'est voilà, c'est hilarant. Puis de temps en temps, il y a une petite touche d'émotion. Il y en a qui pleurent. Bon, moi, je sais pas pour qui ils pleurent, mais enfin, bon, il y en a qui pleurent. Et puis voilà. Donc il faut y aller, hein, c'est super. Et Lucienne, pendant que je vous ai, juste, c'est quoi les personnages principaux du spectacle de votre petite fille? Oh, mais il y en a beaucoup, il y en a plus d'une dizaine. Alors, bon, alors déjà, il y a moi, hein, s'il vous plaît, quand même, je suis la star de son spectacle, tout le monde m'adore. Euh, Et après, moi, il y en a d'autres. Bon, bref, il y a une tante un peu catho, un peu extrémiste, il y a un gynécologue, il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une psychiatre, bon, il y a plein de choses, hein, je me souviens même pas, tiens. Ah si, il y a une infirmière, enfin, il y a plein de choses, plein de personnages, une bonne dizaine, quoi. Très bien. Lucienne, je vais reprendre Marianne parce que j'ai encore quelques questions à lui poser, si vous Oui, Lucienne, permettez. s'il te plaît, tu peux me laisser. Mamie, merci. Merci, laisse-moi Merci. tranquille. Oui, donc merci Marianne de revenir au micro. J'avais encore des petites questions parce que tout à l'heure, je t'ai appelé Marianne Constant Oui, et sur scène, tu es Marianne Contant. tout à fait. Et pourquoi ce nom de scène? Pourquoi l'avoir changé? Alors, la vraie histoire, c'est que Marianne Contant est née en 2007, au moment de la naissance de Facebook. Facebook est né, tout le monde se crée un compte, et c'est le moment où on cherche un stage. Et tout le monde nous dit attention, attention, les RH vont sur Facebook pour regarder si votre profil, voilà, si vous faites pas trop de bêtises le week-end. Et du coup, tout le monde, enfin tous mes copains, on a pris un faux nom qui ressemblait à notre vrai nom. Donc moi, je m'appelais Marianne Constant. Bon, Marianne Contant, ça se tombait assez sous le sens, et puis voilà. Sauf qu'en fait, maintenant, ça fait quand même 16 ans que j'utilise Marianne Contant. Et au moment, donc il y a 3 ans, quand j'ai commencé à réfléchir, ok, est-ce que je veux un nom de scène? Déjà, je me suis dit oui, parce que j'avais pas forcément envie de mêler vie privée, vie pro Ouais. sur scène.
Et ben, le nom est venu de toute évidence parce que déjà Marianne Content pour une humoriste, bah, c'est plutôt pas mal. Et puis en fait, c'était tellement devenu un nom que j'utilisais très souvent que mes amis récents ou d'il y a moins de 15 ans croient que c'est mon vrai nom. Donc de toute façon, ça fait partie de moi et mon adresse mail, je vais pas vous dire la fin, mais le début, c'est Marianne Content. Et ça fait 10 ans que j'ai cette adresse mail. Donc même j'ai des clients qui croient que c'est mon nom. Enfin, tout le monde croit que c'est Ok. mon nom. Donc au final, ça tombait sous le sens. Je t'ai déjà parlé de donc, du contenu de ton spectacle, de tes personnages que je trouve très quali. Il y a une super affiche que je trouve super quali avec un super titre aussi. Comment tu as trouvé ce titre et puis cette belle affiche? Ça s'est construit? Tu parles de l'affiche actuelle, là? Ouais. Hem Et ben, je suis accompagnée artistiquement par quelqu'un qui s'appelle Mehdi Djemli et qui m'aide, à penser à comment on met en image, bah, le spectacle notamment, avec ma metteuse en scène aussi, Karine Marquis évidemment, donc on fait un trio et donc on s'est posé pour réfléchir à tout ça et en fait, bah, il faut venir voir le spectacle quand même pour comprendre certaines choses, mais globalement, je suis fan d'escargots Mmh. et les escargots ont pris une sacrée place dans mon spectacle. C'est pour ça qu'il faut que tu reviennes parce que OK. tu rates une grosse partie si tu n'as pas vu la partie avec les escargots. Et donc, il paraissait évident qu'ils apparaissent sur l'affiche. Donc c'est pour ça qu'ils apparaissent sur l'affiche. C'est des vrais escargots. D'ailleurs, je te les montrerai tout à l'heure, ils sont encore, à la maison. Ça fait 9 mois que je les ai en élevage, à la maison. Chouette. Ils vont très bien et ils sont adorables, on les adore. Hem Et après le titre donc s'appelle Schneck. Schneck, bah, ça évoque ce que ça évoque et ça a d'autres sens qu'on peut voir, d'ailleurs dans le pitch du spectacle, il y a une quinzaine de définitions du mot Schneck. Je te laisserai aller voir la définition. Mais j'ai déjà regardé sur Wikipédia, Ah! il y en a pas mal, donc je laisserai aussi les auditeurs, il y en a pas mal. Et il faudra venir voir le spectacle Ouais, pour avoir un peu la révélation. Mais exactement. en gros, voilà, ça s'appelle Schneck et dans le spectacle, il y a des escargots. D'où l'affiche. Et en fait, l'affiche, moi, je la voulais visuelle, je la voulais belle. Et c'était pas grave pour moi si on comprenait pas tout de suite de quoi ça parle. Là. C'est Ouais. quoi ce truc? Pourquoi il y a des escargots? Pourquoi elle est en doudoune jaune? C'est quoi le délire? Et en général, c'est en sortant du spectacle qu'on se dit ah, tous les éléments de l'affiche ont un sens par rapport au spectacle, mais on les comprend pas forcément avant. Et moi, ça me va. Ah, super, super, super. Et avant de finir, est-ce que tu aurais, bah, des livres, des documentaires, des séries ou quelque chose à partager avec les auditeurs, auditrices et sens toi libre si tu en as un, 2 ou 3 ou 4. En livre, moi je conseille, enfin je conseille, non mais j'ai lu un livre il y a pas si longtemps qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle «Les vertus de l'échec» de Charles Pépin. Moi l'échec c'est un sujet, hein, pour moi quand je te parlais de «Failing gracefully» tout à l'heure, ça paraît évident comme ça, mais pas du tout, j'aime pas du tout échouer, bon, comme beaucoup de gens, mais je trouve ce livre vraiment chouette pour un peu, prendre du recul par rapport au fait qu'en fait l'échec fait partie du chemin, que c'est OK et que s'il y avait pas d'échec et pas d'erreur, on progresserait pas et on n'avancerait pas. Mais c'est vrai qu'en France notamment et c'est pas ce que j'ai vécu en Angleterre, mais on va avoir tendance à pointer du doigt l'échec. «Ah, tu raté là, t'es Mmh. nul» et en plus l'échec va être, va définir la personne presque. C'est toi qui es nul, alors que non, en fait, tu as juste à ce moment-là raté un truc. Et moi, ça, c'est d'ailleurs, je commence toutes mes formations comme ça. On va rater plein de trucs ensemble toute l'après-midi et ça va être super. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et donc, ce livre-là, Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, je trouve qu'il est très chouette pour avoir cette prise de recul par rapport à ça. Un documentaire que je regarde en ce moment et que j'adore, qui est sur Netflix, si vous avez Netflix, qui s'appelle Notre planète avec David Attenborough et qui est magnifique. C'est un documentaire sur la planète, donc ça va voir les océans profonds, l'Amazonie, le désert, etc. Tout en montrant aussi les impacts du changement climatique et à la fin de certains épisodes, de proposer des solutions, de comment on pourrait changer les choses. Et les images sont absolument fantastiques. Euh, et après le déclic, moi, le livre déclic que je conseille à tout le monde et notamment aux femmes, c'est lui qui m'a fait le déclic pour, me lancer dans les sujets de diversité et inclusion. C'est le livre de Sheryl Sandberg qui s'appelle, En avant toutes ou Lean In en anglais. Vraiment je l'ai lu, je l'ai posé, j'ai dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il faut que je change le monde, il faut que» enfin c'était une vraie prise de conscience Ouais. sur les inégalités, femmes-hommes et pour moi ça a été enfin c'est très facile à lire, elle écrit très bien, c'est assez court et belle petite claque. Donc et après, en série, il y en a plein, Friends, Marvelous Mrs. Maisel, The Crown, La Casa de Papel, enfin bref, il y en a plein, quoi. Très bien. J'adore les séries. Merci Marianne. Et avant de conclure,
Là, on enregistre. On est exactement le 28 novembre. Et ça veut dire qu'en ce moment, tu joues encore au Boui-Boui pour une dizaine de dates sur Lyon, les dimanches et lundis. Mais quand on va publier euh, cet épisode, ça sera sûrement déjà passé. Est-ce que tu as déjà une visibilité sur des prochaines représentations? Oui, donc au cas où, je joue effectivement au Boui-Boui tous les dimanches, tous les lundis jusqu'au 25 décembre inclus et sinon j'ai une programmation à Paris qui commence en février prochain à la Divine Comédie, donc février 2024, un mardi sur 2. Et j'ai quelques dates de tournée. Donc il y aura Toulouse, Marseille, Orléans, j'ai une date en Normandie aussi, puis après ça se construit au fur et à mesure. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, arobase, Marianne Contant, parce que je mets au fur et à mesure, voilà les dates, sur ma page. Mais en tout cas, venez me voir à Paris avec grand plaisir à la Divine Comédie, tous les 15 jours. Tous les mardis, enfin un mardi tous les 15 jours. Merci Marianne. Et ben moi je vous encourage, enfin, en tout cas moi je prends date pour venir te voir en février pour voir la belle version, nouvelle version avec les Schneck, la nouvelle version de ton spectacle. Et moi j'encourage en tout cas ceux qui nous écoutent à le faire. Marianne, l'entretien touche à sa fin. Marianne, Alors du coup, est-ce que ouais, je peux rajouter un mais vas-y. micro truc? Ouais, vas-y, Parce bien que tu sûr. m'avais envoyé des questions à l'avance, il y en a une que tu as pas posée, que Ouais, j'aimais bien. ouais, Et vous avez préparé enfin pas préparé, mais j'avais réfléchi à la ouais. réponse. Et c'était, tu donnerais quoi comme conseil à la jeune Marianne Ouais, bah en plus c'est la question que je pose à tout le monde et que tu as oublié de et me que poser? j'ai oublié de te poser, qui est vachement importante. Donc si en effet j'ai oublié de te poser une question. Donc ouais, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à la jeune Marianne qui était en troisième ou à tous les jeunes collégiens ou lycéens? Eh ben, je dirais 2 ou 3 choses, mais la première chose, c'est que, au moment de prendre des décisions, de toujours se demander si je le fais pour moi ou si je le fais pour les autres ou pour les attentes, de la société ou pour plaire aux autres et cetera. Parce que vraiment l'important dans la décision, c'est soi, quoi, c'est pas les autres et moi, j'ai plein de décisions que j'aurais prises différemment si j'avais eu ce conseil de se dire, on n'est pas là que pour répondre aux attentes de nos parents ou de nos amis et cetera. L'idée, c'est de se reconnecter à soi et de voilà, prendre des décisions pour soi et de pas avoir peur de ses rêves, de pas hésiter à essayer de les réaliser, mais sans être naïf non plus. Parce que souvent, on se dit: «Ah, il ou elle a réalisé son rêve, quelle chance et tout». Mais il y a un travail de dingue derrière. Il va y avoir des efforts à fournir monstrueux, mais ça vaut le coup. En gros, c'est, voilà, c'est pas facile, le chemin est plein d'embûches, plein d'obstacles. Il y aura plein de moments où on en parlait, il va y avoir des échecs, des erreurs et tout. Mais croyez-y et si c'est vraiment quelque chose que vous voulez au fond de vous, mais foncez et même si ça prend 20 ans à réaliser, mais parce que là, après, c'est que du kiff, quoi. D'accord, merci. Et puis j'aimerais compléter et je pense que tu seras peut-être d'accord, mais il y aura aussi plein de personnes sur votre chemin qui seront là pour vous aider dans ces aventures, même si elles sont difficiles. Clairement. Donc, bah, un grand merci pour ce petit rappel et qui pourra être utile aux uns et aux autres. Donc, un grand merci Marianne. Et puis, si les personnes veulent te poser des questions, bah, elles utiliseront les parties commentaires sur YouTube ou sur LinkedIn. Un grand merci Marianne pour ta Merci à toi. disponibilité. Au revoir. Merci, bye bye. Encore un grand merci à Marianne pour le temps qu'elle m'a accordé. Si vous souhaitez aller la voir en spectacle, eh bien, elle est en tournée dans toute la France. Si vous voulez la voir sur Paris, elle est à la Divine Comédie, un mardi sur 2 à partir du 6 février 2024 jusqu'au 30 avril 2024. Vous pouvez également aller la voir au Manoir d'Hermos le 9 février, Orléans le 13 avril, Lyon 23 mai, Marseille 25 mai et Toulouse. Il va y avoir des dates à venir prochainement, donc je vous invite à consulter également soit son site internet, son compte Instagram, et puis également le site Billets Réduc, où vous verrez également que je ne suis pas le seul à faire l'éloge de son spectacle. Encore un merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode avec Karen Chevalier.